Closing time. Yeah! Premier épisode depuis la fin officielle de notre campagne Ulule Mission Forsberg. On est aujourd'hui en date du 6 novembre 2017, là, en temps réel, si vous écoutez l'épisode en temps réel. Et donc, c'est vraiment, je voulais vous remercier. C'est incroyable qu'on ait réussi à amasser 6 647 $ au final. 6 647 $ en un mois. On a atteint le 5 000 en moins de 2 semaines. Merci à chacun d'entre vous qui avez participé, peu importe à quel montant, à quelle valeur. Merci d'avoir participé, d'avoir mis votre petite brique dans le mur, qui est ce projet incroyable. Donc, merci. D'ailleurs, on est très, très, très excités. On a déjà commencé à travailler là-dessus en ce moment. On est en train de planifier le voyage. On est en train de tout planifier, la logistique, tout ça. On est là-dedans. D'ailleurs, s'il y en a, il y a des gens qui nous écrivent des fois pour nous donner de l'aide ou des trucs ou des peu importe. Des fois, il y en a qui ont des gars. Je connais un gars en Suède qui pourrait vous... Allez-y, écrivez-nous à notre inbox Facebook, direct sur le tape. Si vous pouvez nous aider d'une quelconque manière, des fois, on a des flashs. Des fois, peut-être vous allez être hésitant ou gêné. Ah, non, j'ai écrit. Ouais, allez-y, écrivez-nous, ça nous fait plaisir. Puis on a besoin de ça, puis on adore avoir toutes les likes qu'on peut. Donc, ça a des trucs. Allez-y, de bon cœur. Donc, voilà. Et donc, on est en train de préparer ça. D'ailleurs, il y a plusieurs gens qui m'écrivent, question qui revient souvent. Par rapport à la marchandise, ceux qui ont commandé des packages qui impliquaient de la marchandise, quand est-ce que je vais recevoir ma marchandise? Eh bien, on est exactement là-dedans. En ce moment, on vient juste de terminer la campagne, même pas une semaine. Donc, on est en train de faire les bilans, on est en train de tout compter ça. Et le temps de faire les commandes, puis que ça se fasse. Donnez-nous quelques semaines, puis vous allez avoir, comme on dit, ça va être dans mal. Pas le chèque, mais le hoodie. Le hoodie va être dans mal. Donc, ça s'en vient. On vous a certainement pas oublié, juste vous en rassurer. Également, c'est ce qui nous amène à l'épisode d'aujourd'hui. L'épisode avec Richard Labbé et Sylvain Saint-Laurent, 2 journalistes que j'ai rencontrés, très important de remettre en contexte, mais en juin, donc début juin 2017, alors que les gars étaient en vacances. Alors, c'est pour ça qu'il y en a qui demandent pourquoi tu parles pas de Carey Price ou blablabla. Ben, en fait, non, c'est ça a été fait. Mais ça me permet aussi de plus parler de leur profession, évidemment, journalistique, et de plus parler de leur métier que dans l'actualité. Donc, voilà. Donc, Sylvain Saint-Laurent, qui est au droit à Ottawa, Outaouais, disons, Gatineau, et Richard Labbé, qui est sur le beat du Canadien. Donc, 2 gars qui sont sur le beat de 2 équipes dans 2 marchés différents. C'est très intéressant de les entendre parler. Puis, en plus, c'est 2 amis aussi à la base. Donc, voilà. Donc, voilà pour l'épisode 6. Merci encore pour la campagne. On est extrêmement excités. Je sais pas si vous entendez dans ma voix, mais c'est de l'excitation et un début de rhume. Alors, merci à tous et bon épisode avec Richard Labbé et Sylvain Saint-Laurent. Drette sur le tape avec David Bocage. Yes, Richard Labbé, Sylvain Saint-Laurent, merci d'être là. Merci de l'invitation. Un plaisir. En fait, ça, j'ai rencontré Sylvain au Festival Transistor, la radio numérique à Gatineau. Il était venu assister au premier enregistrement devant le public, le seul à date qu'on a fait devant le public. On va en faire, c'était tout au Fest, avec Alexandre Picard. Puis merci d'ailleurs pour l'article, le bel article que tu as fait. Ben écoute, on cherche toujours des façons originales de parler d'autres choses que des buts, puis des mentions d'aide, puis des buts de punition. Fait que ça se prêtait bien, je trouvais. Oui, ça, c'était le fun. Mais justement, en fait, Richard, toi qui couvres le Canadien à l'année, et Sylvain, pour ceux qui connaissent moins, peut-être du Québec, tu couvres les sénateurs à l'année aussi, pour le droit qui est le penchant. C'est le quotidien francophone des gens d'Ottawa puis de Gatineau. Ça, qui est dans le fond de la même, je ne vais pas dire compagnie, mais qui a la presse. Là, même famille, on va dire. C'est ça. Famille élargie. Oui, exactement. Je trouve ça vraiment intéressant de recevoir 2 gars qui couvrent les équipes de hockey professionnel, mais 2 équipes différentes dans des marchés différents. Toi, justement, Sylvain, tu m'en avais parlé, tu disais que ça serait le fun qu'on le fasse avec Richard, justement, parce qu'on n'a pas la même... Ben, c'est parce qu'on se connaît depuis longtemps aussi, puis on a fait bien des choses ensemble. Je veux dire, je pensais en m'en venant aujourd'hui sur la route, puis on s'est rencontrés pas à cause du hockey, mais à cause de la Ligue canadienne de football. OK. C'est vrai. J'avais oublié. T'as un lourd passé. Oui, t'as un lourd passé, Richard. Mais moi, j'ai pas oublié parce que, écoute, c'était les Renegades d'Ottawa. Oui. Ma première équipe professionnelle que je couvrais. Comment l'oublier? Ben, c'est ça, c'est inoubliable. Puis quand les gens de Montréal arrivaient, puis Richard venait avec les Alouettes, tout de suite, ça a cliqué. Puis depuis ce temps-là, ben, écoute, on a toujours autant de plaisir à se revoir. Et là, maintenant que t'en parles, ça me revient. On avait un running gag, Sylvain et moi. À chaque fois qu'on se voyait, il y avait un joueur à l'époque, écoute, là, il y a pas grand... Allez googler ça parce qu'il y a personne qui
t'en souviens sur nous autres, qui s'appelait Donny Montana. Okay. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours accroché ce gars-là, possiblement à cause de son nom de famille, qui a rien à voir avec Joe, malheureusement pour lui. Mais c'était un type sympathique qui s'était promené quand même dans la Ligue canadienne de football. Puis je sais pas pourquoi, on se demandait toujours mutuellement des nouvelles de Donny Montana quand on se voyait. On a 4-5 running gags comme ça, ils vont venir un moment dans l'enregistrement, je suis certain. Et on le salue. Même pas Denis. Ben, c'était un gars de Saint-Jean-sur-Richelieu, si je me souviens bien. Étudiant en plus. Oui. Tabarouette. Wow. Je me souviens de bien des affaires que t'as faites aussi. Ça, je suis pas sûr que je veux tout le savoir. En tout cas. Tu couvres les sénateurs, tu me parlais un petit peu comment, tu sais, après une game, tu rentres dans le vestiaire, puis il n'y a pas vraiment tant de personnes qui... c'est pas du tout, c'est beaucoup plus tranquille, vous avez accès aux joueurs. À quel point c'est différent, tu sais, les deux, vous couvrez une équipe de la Ligue nationale, à quel point c'est différent dans ce que vous dealez à chaque jour? Ben, c'est ça. C'est carrément, c'est la différence est toute là. C'est le même sport, la même ligue, le même calibre de jeu. Mais tout est dans le marché médiatique, là. Moi, il y a des jours où je peux rentrer après une pratique des sénateurs dans le vestiaire, puis on est 5 ou 6 journalistes, c'est beau. Ça arrive combien souvent à Montréal qu'il y a 5 ou 6 personnes? Je me souviens pas de la dernière fois. Il y a plus de monde pour ça. Il y a plus de monde que ça quand quelqu'un passe le balai. Puis tu fais un tournoi de golf l'été avec Paul Byron, puis tu vas avoir 35 médias de Montréal qui vont être là. Moi, je me souviens, en fait, d'un match à Montréal que j'étais venu couvrir, puis j'étais dans le vestiaire du Canadien juste le matin comme ça, parce que j'avais pas besoin d'être là, mais il y avait j'avais compté 36 journalistes et caméramans et preneurs de son, tout le kit, puis il y avait aucun joueur dans le vestiaire. Puis finalement, Steve Bégin s'était pointé. On savait même pas s'il jouerait ce soir-là. Il était pas certain. Tout le monde s'était garoché sur lui. C'était le seul joueur qui s'était pointé dans le vestiaire par accident. Puis toute l'après-midi, ça avait roulé en boucle des clips de Steve Bégin à la télévision. Puis on savait même pas s'il jouait ce soir-là. Avec tout le respect, Steve Bégin, qui était pas un acteur important, là. Mais c'est le problème, tu poses la question du marché. Puis, c'est par rapport médiatiquement, en tout cas. Ouais. Je te dirais que la grosse différence, ça vient de la culture de l'organisation. Mm-hmm. Les sénateurs, ça demeure une équipe jeune, dans le sens où... historiquement, c'est ça. En oubliant là, qu'ils ont existé là, à l'époque de la Première Guerre mondiale. Donc, c'est pas une équipe qui a énormément, je sais pas, de tradition. On va dire ça comme ça. C'est le bon mot. Chez le Canadien, évidemment, il y a les 24 fagnons accrochés au Centre Bell. Et chez le Canadien, on joue beaucoup là-dessus. Et ça, là, ça en devient lourd des fois pour nous là, qui avons à côtoyer ce quotidien-là. Parce que le Canadien, souvent, se croit au-delà du reste de la Ligue nationale de hockey, dans tous les niveaux. Là. Dans quel sens? Accès médiatique, les règlements, les règles médiatiques, des choses comme donc, ça. Parce que Sylvain vient de parler, là, tu rentres dans le vestiaire, puis t'es un gars, là, OK? Moi, j'étais à Ottawa avec Sylvain récemment là, pour les séries. Puis, tu sais, ça m'a surpris à un moment donné. Les portes du vestiaire se sont ouvertes, puis il y était comme 15 gars. Tu sais. et puis, à un moment donné, j'ai ramassé, comment il s'appelle, Pajot, puis commencé à jaser 25 minutes avec lui. Tu sais. Puis 5 personnes de l'organisation viennent m'interrompre, puis me disaient « Hey, c'est assez, là, dernière question. » C'est deux approches complètement différentes. Et ça fait en sorte que, probablement que dans le marché de Sylvain, c'est peut-être un petit peu plus agréable. C'est pas que c'est désagréable chez les Canadiens, mais des fois, ça peut être lourd. Parce qu'il y a un contrôle. Exactement. Exactement, il y a un contrôle, puis c'est plate quand les portes s'ouvrent, puis il y a 2 gars, puis c'est le 8e défenseur, puis le 14e attaquant. Est-ce que vous aimeriez ça interchanger? Est-ce que Sylvain aimerait ça venir couvrir à Montréal? Est-ce que Richard aimerait ça aller couvrir à Ottawa? Moi, plus tôt dans ma carrière, ça m'a tenté de venir à Montréal, mais plus pour savoir si je me sentais un petit peu loin de l'action quand j'étais à Ottawa. Mm-hmm. Mais ça n'a pas fonctionné pour toutes sortes de raisons. Puis je te dirais qu'aujourd'hui, j'apprécie encore plus justement... J'ai toujours apprécié la liberté qu'on avait à Ottawa de pouvoir justement aller voir un joueur dans le vestiaire, puis s'asseoir avec, passer 10-15 minutes avec, puis de jamais se poser la question en rentrant dans le vestiaire, bon, j'ai une histoire, une idée pour une histoire aujourd'hui, je vais-tu pouvoir la faire parce que mon gars va-tu être disponible? Le gars est disponible à 97% du temps à Ottawa. Fait que non, aujourd'hui, je changerais pas du tout avec les gens de Montréal. Moi, je changerais pour Los Angeles, mais pour des raisons climatiques. C'est ça, c'est pas des raisons d'hockey. Est-ce qu'il y a quelque chose, tu l'as parlé à Montréal, c'est intense, là, hockey. C'est un petit peu... moi-même, je suis un fan de hockey, des fois, je trouve ça too much. L'espèce de ça spin constamment. Puis toi, tu fais partie de ce tourbillon-là. Je suis un des coupables. Exactement. Ouais. Est-ce que des fois, tu te dis, OK, je suis tanné.
Écoute, l'an passé, je pense qu'on a atteint des sommets de bas fond. Je sais pas si ça se dit. Ouais. C'est une contradiction. C'est une belle figure. L'an passé, à un moment donné, c'était... Pas cette saison, donc la saison précédente. Là, je suis pas bon en maths. Ça fait quoi, 2015-2016? Ouais. En 2015-2016, c'était quoi la grosse histoire? C'était le genou de Carey Price. OK, ça, là, à partir du moment où il s'est blessé le 25 novembre, jusqu'à la fin de l'année, parce qu'on l'a plus jamais revu, ça a été un feuilleton. Ça a été, là, c'était fou. Puis à un moment donné, c'était tellement fou que il allait, je sais pas, je pense à la mi-février, à un moment donné, il s'est mis à aller faire des tours de patinoire en tracksuit. Ouais. Et là, on avait... Puis là, je veux pas blâmer personne. C'est juste comme ça. Mais on avait des collègues qui faisaient le pied de grue à brossard à partir de 8 heures le matin, des Kodak, des photographes, n'importe quoi, pour prendre des photos de Carey en tracksuit. Et à un moment donné, moi, j'étais en congé. Et là, je reçois des alertes sur mon cellulaire. Mais, ça commence à buzzer mon cellulaire. Ça n'arrête pas. Je dis, tabarouette, il se passe quelque chose de gros. Gros échange. Là, c'est du monde qui me cherchait. Hey, comment ça que t'es pas à brossard? Comment ça que t'es pas à brossard? Là, écoute, j'étais dans mon char. J'ai failli prendre le champ, failli faire un accident. Là, je m'immobilise. Carey Price, il a mis ses gants. OK? Qu'est-ce que tu veux dire, il a mis ses gants? Non, il patine avec son tracksuit, puis il a son bloqueur, puis sa mythe. OK? Puis là, tu veux que je fasse quoi? Non, mais il a mis ses gants! Et là, j'avais du monde sur mon téléphone qui est en train de me dire que c'était énorme. Et puis, écoute, les réseaux de télé 24 heures en continu, Twitter a failli exploser. Carey Price avait mis ses gants. Écoute, et dans des moments comme ceux-là, honnêtement, là, moi, je prends une grosse respiration, là, puis je me dis, OK, là, on capote. Là, on est en train là, de sérieusement capoter. Et, tu sais, je comprends le Canadien, je comprends l'importance, je comprends ce que ça veut dire pour la ville, je comprends tout ça, là, je le sais. Là. Mais, à un moment donné, là, quand t'arrêtes tout, là, parce que Carey Price a mis ses gants, là, on est peut-être allé un peu loin. C'est pas est-ce que des fois, parce que tu sais, on baigne là-dedans à l'année, surtout toi, là, tu sais, puis en plus, t'es avec les médias sociaux maintenant, t'interagis avec les gens, puis le contact. C'est pas déprimant à un moment donné, tout ça? Tu dis pas comme là. Ben, les médias sociaux vont contribuer à l'enflure. De tout ça. De tout ça. D'ailleurs, Carey Price et tracksuit, écoute, il y avait du monde qui se déplaçait à chaque jour, qui était même pas dans les médias. Là. Mm-hmm. À un moment donné, il y avait une fille, là, c'est une partisane, j'ai oublié son nom. À chaque matin, je pense qu'elle arrivait à 7 heures. Pour prendre des photos, les premières photos de Carey en tracksuit. Puis, je pense que là, il a tourné à droite, puis ça a l'air d'aller mieux son genou un matin. C'était rendu ça. Là. On était rendu là-dedans. Là. Puis, les médias sociaux aident pas à ça. Toi, en tant que journaliste, là, pour la presse, en tant que... Ce qui se veut, là, ça fait une source là, d'informations fiables. Comment vous faites, en fait, peu importe, pour pas tomber dans la maladie mentale? C'est très difficile de ne pas être malade mental, effectivement, après quelques épisodes. Parce que, tu sais, je veux dire, la ligne est mince. Vous êtes des passionnés de sport, vous couvrez, vous vous adressez à des passionnés de sport. Des fois, ils en veulent plus. C'est où la ligne? Justement, tu sais, des fois, là, comme tu l'as dit, des fois, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire aujourd'hui. Il n'y a rien à couvrir. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas sauter une journée? Mais sais-tu quoi? Moi, je pense, puis je lis régulièrement la presse, je parle avec Richard puis avec ses collègues, puis je suis pas 100% d'accord avec ce que tu dis, que des jours, il n'y a rien à dire. C'est que des fois, il faut juste s'éloigner de justement de Carey Price puis son tracksuit. Tu as une vingtaine de joueurs dans une équipe. C'est sûr que les partisans vont toujours vouloir qu'on nous ramène les mêmes personnages, les mêmes 5-6 qui sont leurs joueurs préférés, mais il y a un paquet d'histoires intéressantes à raconter avec les autres joueurs qui souvent sont plus disponibles, puis qui ont souvent plus de temps, puis qui ont plus envie de parler que les grosses vedettes. Puis c'est dans ce temps-là que justement, des fois, il faut se tourner vers ces gens-là, puis essayer de raconter des histoires intéressantes. Moi, en tout cas, je sais que ça fait partie du plaisir de mon travail, c'est justement trouver des histoires intéressantes, que je te parlais de toi tantôt, puis de ton podcast, puis de raconter ces histoires-là pour justement donner de l'information de qualité qui tourne pas juste autour de « Oh mon Dieu, il y a son blocker, puis il y a sa mythe dans la main. » Est-ce que... Non, vas-y. Non, vas-y. Ben, j'allais dire, c'est vrai ce que Sylvain dit, parce qu'effectivement, sinon, si tu fais juste à tous les jours dire que, OK, machin est sur le 3e trio, puis l'autre gars, il est à gauche, il est rendu à droite, puis honnêtement, ça, c'est super plate, puis t'as pas besoin de... T'as pas besoin de faire 50 textes là-dessus. Là. Puis non seulement ça, mais tout le monde
qui a un compte Twitter ou une page Facebook ou une émission de radio peut commencer à débattre sur les mêmes sujets, dans le fond. Si tu as la chance d'avoir accès au vestiaire, de voyager avec l'équipe, de voir ce qui se passe, ben justement, je pense que ta responsabilité, en quelque part, c'est d'aller au-delà de ça puis de raconter des histoires différentes un petit peu. Il y a souvent, c'est vrai ce que tu dis, Sylvain, souvent aussi, tu vas voir des gars, mettons, tu vas t'asseoir avec des gars qui vont, dont tu ne soupçonnes peut-être pas un sujet d'intérêt. Puis moi, tu sais, à un moment donné, je me souviens, j'étais à Chicago pour je pense que c'était en début de saison avec les Blackhawks. Et puis, tu sais, évidemment, les Blackhawks, c'est Kane, c'est Taves, il y en a de la vedette là, au pouce carré dans ce vestiaire-là. Puis je sais même pas comment ça se fait. Mais à un moment donné, je me suis retrouvé assis avec le gardien de but réserviste dont le nom m'échappe, Sylvain et moi. Scott Darling. Qui était avec les Flyers de Philadelphie en finale. Rory Emery. Non. Michael Layton. Layton, c'est ça. Ah ouais, Michael Layton. Je commence à jaser avec Layton. Je sais même pas pourquoi. Et là, il commence à me raconter... je sais pas, tu sais, genre, je dis, puis comment ça va ces temps-ci? Off. Ça a été difficile cet été. Ah oui, comment ça? Puis là, il commence à me raconter il avait failli mourir cet été-là. Il avait été victime d'une infection. Il était genre à Disneyland avec sa famille. Il a été pris d'une infection virale super rare, transféré à l'urgence. Écoute, une histoire, là, complètement là, renversante. Puis là, il commence à me dire ça. Puis je pense qu'il revenait de la KHL, je me trompe pas. En tout cas, alors, tu sais, j'étais arrivé là avec, bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Puis là, je m'assois avec ce gardien de but-là qui, je pense qu'il était le 3e gardien. Je pense même pas qu'il était le 2e. Puis d'après toi, là, ça faisait combien de temps qu'il rêvait de conter cette histoire-là à la première personne qui disait « Hey, comment ça va? » Ouais, probablement. Ouais, t'as probablement raison. T'sais. Alors, des fois, il y a des hasards comme ça que tu ne peux pas prévoir. Absolument. Vous êtes, tu sais, justement, dans le milieu journalistique, est-ce que c'est un peu toujours la course à l'histoire, trouver l'histoire? Y a-t-il quelque chose aussi, c'est ça un peu la quête incessante de trouver la story? Ça l'est toujours. En fait, c'est que maintenant, c'est je te dirais, la quête à l'intérêt, dans le sens où il faut que ce soit intéressant. On vient d'en parler, il ne faut pas que ce soit machin, il joue à gauche hier, puis aujourd'hui, il va jouer à droite. Est-ce que tu es obligé de parler tout le temps des Canadiens dans tes articles? Non, mais t'as pas de compte à rendre à ce niveau-là. Non. Je peux décider aujourd'hui que j'écris pas du tout là-dessus, puis ça va être bien correct. Okay. Mais c'est sûr que dans la saison en tant que telle, ça va être le sujet principal. Parce que puis à Ottawa, j'imagine, c'est la même chose. Ben c'est le club des ligues majeures dans une ville des ligues mineures dans le fond, là. Fait que c'est un peu la même chose. Mais tu sais, tu parles de la quête à l'histoire. Il y a 10-15 ans, avant l'arrivée des réseaux sociaux, je pense que c'était plus vrai. Que là, le matin, il fallait absolument arriver avec la nouvelle du jour, puis essayer d'avoir celle que personne a. Mais maintenant, ces histoires-là circulent tellement vite, puis se répandent tellement rapidement que je pense, dans le rôle que nous, on a, peut-être, on arrive un petit peu après tout le monde le lendemain matin avec un papier. Moi, en tout cas, je ressens moins de pression. Au contraire, je pense que la pression, c'est d'arriver avec une histoire intéressante puis qui n'a pas été racontée ailleurs. Avec les médias sociaux, tu sais, avec le blend, avec les journalistes, tout ça, il y a beaucoup d'opinions. Tu sais, c'est beaucoup dans l'opinion constamment, le sport. Moi, c'est pour ça, en fait, je voulais partir le podcast à la base et je voulais recevoir des gens qui me racontaient leur histoire. Je voulais pas entendre des gens parler du passé ou de leur opinion. Est-ce que ça aussi, ça devient... Est-ce que vous trouvez qu'il y en a peut-être un peu beaucoup maintenant? Surtout, c'est comme si c'est qui a le plus d'opinions sur quoi. Puis il y en a beaucoup aussi dans la couverture du hockey à la télé, dans la couverture. C'est beaucoup dans l'opinion et moins dans l'information. Est-ce que ça se peut? Oui, puis c'est un problème. Là, on le voit entre autres aux États-Unis à ESPN, je pense que c'était il y a 2 semaines. Ils ont remercié une centaine de journalistes à peu près. Ouais. Et en même temps, ils faisaient des annonces. On a embauché tel ex-joueur, on a embauché tel ex-coach. Et là, tu vas te ramasser, je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai d'ailleurs hâte de voir ça là, à la prochaine saison de football parce qu'eux autres, évidemment, leur pain et leur beurre aux États-Unis, c'est la NFL. Là, ils vont se ramasser avec un paquet de gars qui vont crier des affaires en ondes. Ouais. En anglais, on appelle ça un hot take. Ouais. Moi, je suis pas d'accord, je pense que... mais comment ça? Ça va être ça. Là. Ouais. Alors, je suis pas sûr, moi, que le public est bien... Moi, je suis un partisan de football américain. J'aime ça. Mais je suis pas sûr que je vais être bien servi, moi, si j'ai comme 15 gars sur un plateau qui créent des affaires. On n'est plus dans l'information. Non. Puis c'est parce que, en quelque part aussi, ce que moi je vis, puis je suis sûr que tu as la même idée, là, c'est que quand tu rentres dans un vestiaire, c'est quand même assez contrôlé, même à Ottawa, si on a accès à 10-12 joueurs, c'est assez limité ce qu'on peut voir. T'sais, il s'en passe beaucoup des choses encore plus loin. T'sais, chaque joueur vit des choses personnelles auxquelles on n'a pas accès puis qu'il veut garder pour lui. Fait que quand tu arrives, puis tu t'émets une opinion, que tu essaies d'analyser, ben tu connais pas toute l'histoire.
Puis ça, c'est nous, on est sur le terrain, on couvre les équipes, on est là au quotidien. Fait qu'imagine, par exemple, quelqu'un qui est dans un studio à Los Angeles, puis que là, qui se met à parler de ce qui se passe en Caroline du Nord. Tu le sais pas ce qui se passe, tu vois pas ce qui se passe, fait que tes opinions, ben ça vaut ce que ça vaut. Puis à un moment donné, tu viens que tu as des panels avec des gens que leur opinion n'a pas beaucoup plus de valeur que celle du partisan dans son salon. Fait que dans le fond, pourquoi on continue? Moi, je pense qu'il y a de la place encore pour l'information de qualité puis pour des histoires. On est dans un milieu où il y a beaucoup de monde qui parle, mais il n'y a pas tant de monde que ça qui écoute. Je dois avouer que ça fait plusieurs années que j'écoute plus le hockey en français au Québec. Je suis quand même assez fan, je trouve, de ce qu'ils font à CBC. Je trouve qu'il y a j'ai pas un genre de souci de rigueur, d'information, d'en apprendre. Pourquoi dans la couverture du hockey au Québec, je sens qu'il y a plus un relâchement là-dessus? Je sais pas, c'est une bonne question, ça. Pourquoi est-ce qu'on privilégie des personnalités sportives c'est une très bonne question. des journalistes? Est-ce que vous, les journalistes, ça vous énerve de voir ça? C'est quoi votre point de vue par rapport à ça? Moi, j'aimerais ça voir plus de mes collègues. T'sais, entre autres, pour ne pas nommer, mais on va le nommer pareil, là, du côté de TVA Sport, si eux autres regardent dans leurs cours, ils ont de très bons journalistes là, qui travaillent au Journal de Montréal, par exemple, qui pourraient passer sur les panels là-bas. Et pourtant, on fait rarement appel à eux. Ça, moi, je m'explique ça. En fait, je me l'explique pas. Je comprends pas. On devrait. Il y a de l'expertise qui est là dans la boîte, qui devrait être mise à contribution. Est-ce qu'il y a pas un danger aussi, pas un danger, mais d'avoir le monopole, au Québec, des partis qui n'ont pas de compétition dans le fond. Est-ce que ça se peut que c'est... Il y a RDS, puis à télé, il y a deux, là. Il y a deux joueurs. Ouais. Mais on est tellement un petit marché au Québec, est-ce que ça se peut que c'est difficile de changer ces affaires-là? Moi, un journaliste que j'aime beaucoup, c'est Elliot Friedman, qui je pense qu'il est une bonne référence, qui est très respecté autant français-anglais. Comment ça se fait? Parce que je pense que les fans aimeraient ça en avoir un, Elliot Friedman, en français. Ou quelques-uns. Ou plusieurs déjà. Où sont-ils et pourquoi? C'est une très bonne question. Honnêtement, ça, je sais pas comment répondre. Sylvain, as-tu une idée, toi? Ben non, en fait, autre que, dans le fond, les experts, les anciens joueurs, les anciens coachs, moi, je les aime beaucoup, j'aime les côtoyer, puis j'aime ça quand il y en a plusieurs, parce que souvent, ces gens-là vont m'alimenter, puis ils vont me donner des perspectives, puis en me parlant de leurs histoires, dans le fond, peuvent aider à comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Fait que dans le fond, ces gens-là sont super précieux, puis on en a besoin dans le paysage. Parce que, tu sais, moi et Richard, on est deux très, très, très mauvais sportifs. Parle pour toi. Je veux juste rappeler que Richard est venu en vélo aujourd'hui. Oui, mais je t'ai déjà vu jouer au hockey-ball. mais c'est la raison pour laquelle on est devenus des journalistes, c'est qu'au départ, on adorait le sport, mais qu'on n'était pas assez bon pour le faire de façon professionnelle. Fait que dans le fond, c'est super utile d'avoir ces gens-là. Où est-ce qu'ils se cachent, dans le fond? Ben, moi, je pense qu'il y en a quand même quelques-uns, des bons journalistes. Je pense que ça prend un bon dosage. Tu vois, tu viens de parler justement, sur le plateau d'Elliot Friedman, ils vont être 4. Donc, il va y avoir 2 journalistes puis deux anciens joueurs. Ça, c'est parfait. Là, tu as un bon dosage. Je pense que ça prend ça. Faut espérer en venir à ça, je pense. Est-ce que ça se peut... mais faut que tu saches chercher aussi, parce qu'écoute, moi, je vais parler encore après, je suis pas paroisse, mais l'excellente émission Hockey 360 à RDS, t'en as, où tu as un excellent mix, où tu vois autant Marc Denis apparaître que François Gagnon ou Pierre Lebrun, puis je trouve que là, tu vas chercher une espèce d'équilibre entre les deux. Il faut juste que tu saches où chercher tes sources d'information maintenant, mais tu as raison que, tu sais, peut-être que l'information de qualité peut des fois se noyer un peu dans l'opinion. Est-ce que c'est l'aspect divertissement aussi peut-être qui gagne? Les joueurs, les gens dans l'opinion, ça fait des splashs, ça fait des déclarations. Est-ce que c'est le divertissement l'emporte sur... Est-ce que ça se peut que c'est ça? J'imagine, probablement que c'est ça la raison. Là. Je voulais en venir un peu. Vous voulez en venir avec ça, c'est que vous avez vu un peu votre métier changer dans les 10-15 dernières années, que les Internet, les médias sociaux, tout ça. Est-ce que vous sentez une pression d'être plus divertissant, que ce soit dans des titres accrocheurs, dans des... Tu sais, je lisais ton fil Twitter hier, tant de raisons de regarder le football cette année. Tu sais, le sens du hook, est-ce que le journaliste doit développer sa partie showbiz depuis quelques années un petit peu plus? Peut-être un peu. Moi, je vais t'avouer, je me considère pas super performant dans les réseaux sociaux parce que j'ai une espèce de pudeur par rapport à ça. Je regarde ce qui se passe, c'est comme une autoroute, comme il y a beaucoup de circulation, puis c'est pas vrai que toutes les opinions se valent, puis c'est pas vrai qu'elles sont toutes intéressantes à lire. Fait que moi, j'ai toujours un peu de réticence
Ce que je vais tweeter, c'est surtout les liens vers mes articles ou des fois quand les nouvelles éclatent devant mes yeux, je peux les rapporter. Mais moi, je ressens pas ce besoin-là d'embarquer dans la compétition puis d'être celui qui va crier le plus fort puis l'affaire la plus intéressante pour aller chercher 10 followers de plus avant la fin de la journée. Je pense que c'est pas mal comme ça. Ouais, non, moi non plus, je vois pas l'intérêt vraiment de tenter de faire un coup d'éclat avec quelque chose pour accrocher, seulement pour le plaisir, si on veut, d'accrocher. Non, Puis on n'a pas non plus... au droit, je suis sûr que vous n'avez pas cette pression-là. À la presse, on n'a pas non plus cette pression-là. Alors, de sortir les affaires juste pour dire « Ah, ça va accrocher. Ouais, ça va, à un moment donné, on faisait des blagues à la presse parce que maintenant, on a des... avec l'application tablette, on a des statistiques qui sont très, très avancées. Tu peux savoir le temps de lecture passé sur un texte, des choses comme ça. Puis à un moment donné, il y a notre boss à la presse qui nous avait expliqué, au sport, qui nous avait expliqué que à la blague, ce qui sort, ce qui score, là, c'est Piqué Souban. Fait qu'arrangez-vous pour mettre Piqué Souban dans chacun de votre titre. Ouais, mettons, les Alouettes l'emportent avec Piqué Souban dans les estrades. Mettons, alors, on se faisait des blagues là-dessus, mais on n'est pas rendu là encore là, de marquer Piqué Souban seulement parce qu'on sait que ça va attirer plus de monde. Écoute, moi, j'ai couvert un match de baseball pas plus tard que cette semaine. J'ai compté les spectateurs dans les estrades. Il pleuvait. Puis dans la Ligue Can-Am, qui est une ligue très, très, très modeste, il y avait 43 personnes. Fait que je me suis pas senti Ottawa, du tout... Ouais, c'est ça. Fait que je me suis pas senti du tout coupable le lendemain d'écrire qu'il y avait eu une défaite devant 43 spectateurs, puis de débattre, puis en fait pas débattre, mais plutôt d'expliquer, puis m'allonger sur le sujet. J'ai écrit un très, très long texte sur un match qui intéressait personne. 43 personnes. Il faut juste Marc Piquet-Souban. C'est ça, exactement. C'est ça. Ou Eugénie Bouchard. Je me suis fait dire que ce sont les deux noms qui sont les plus... Ça prend pas une application pour savoir ça, ces deux noms tellement... je sais tellement pas. vendeurs. Puis justement, dans la continuité des médias sociaux, puis tu sais, maintenant, avec les... Ça a comme... Ça a pullulé, si on veut, sur dans les années, les sites de rumeurs, les sites de... ça, c'est dangereux. Comment ça a changé votre métier? C'est dangereux parce que là, souvent, probablement, il faut vérifier, puis revérifier, puis contre-vérifier. Là. Ça, c'est la première chose. T'sais, entre autres, avec Twitter, qui est très, très... qui peut être très malsain pour ça. T'sais, ça m'est arrivé, moi, à un moment donné, je pense qu'il y a 3-4 ans, c'était ça la date limite des échanges là. En tout cas, à un moment donné, il y a des périodes dans l'année où il y a une prolifération de faux comptes. Ouais. Puis à un moment donné, il y a un faux, je sais pas là, un faux collègue là qui avait tweeté, je sais pas trop, genre tel gars va être échangé d'ici tant de temps. Puis là, j'ai retweeté sans regarder que c'était un faux compte. Alors là, dans 3 minutes, écoute, j'ai reçu 60 messages. « Hey, c'est faux, c'est pas vrai, c'est pas vrai. » Puis là, j'ai regardé le gars, puis effectivement, c'était un imbécile qui s'était monté une fausse photo, puis tout ça. « Hey, faut-tu avoir du temps à perdre quand même? » Il devait être super fier d'avoir réussi à en faire voir plus Charles Ouais, c'est ça, exactement. Puis là, depuis ce temps-là, écoute, je regarde, puis je revérifie, mais c'est vraiment fatigant. Puis les autres rumeurs aussi qui circulent, là, entre autres, là, l'année du centenaire chez le Canadien, ça a été une année horrible à tous les points de vue. Et le hors-glace c'était l'année des frères Costitine, des choses comme ça. Ouais. Écoute, il y avait des gars qui étaient dans les bars à chaque soir. Puis là, à un moment donné, c'était difficile de naviguer à travers ça parce que je recevais plein de messages de monde qui connaissait du monde, qui avait vu tel gars, qui s'est battu avec tel autre gars, plein d'affaires de même. Puis à un moment donné, il faut que tu fasses attention parce que si tu fais juste colporter de la fausse rumeur puis que ça s'avère effectivement faux, ben là, t'es dans le trou. Puis là aussi, c'est toujours d'essayer de se rappeler qu'est-ce qui est pertinent puis qu'est-ce qui l'est pas, là. Qu'un gars se soit fait gifler par une fille dans un bar parce qu'il était trop entreprenant, ben je veux dire, c'est pas sûr que le public veut savoir ça. Puis même à la rigueur, la bataille dans le bar, je veux dire, tout dépend c'est quoi puis comment ça s'est passé. Tu sais, faut toujours faire attention à jusqu'où tu peux aller avec ça, là. Il y a des sites maintenant qui ne fonctionnent que sur aller chercher des clics. Tu sais. C'est par ça que je voulais dire, est-ce que vous êtes en compétition contre ça? Tu sais? Non, pas du tout. À savoir qui va pas du tout. Ben non, parce qu'on n'est pas du tout dans... c'est pas la même raison d'être. Moi, je peux pas me permettre... Tu sais, ces sites-là, ce gars-là, ou cette fille-là, ben, je présume que c'est souvent des gars qui font ces sites-là, c'est quelqu'un qui a aucun compte à rendre à personne. Ouais. Alors là, il peut pas se faire mettre dehors. Il y a pas de job. Fait que moi, si j'écris une niaiserie, tel joueur a été vu hier soir ben sous puis s'est battu avec tel autre gars puis que c'est pas vrai, ben c'est sûr que le lendemain à 7 heures j'ai un téléphone de mon boss qui va me dire hey, c'est que là faut qu'on se parle, ça marche pas là. Alors que les gens de ces sites-là ont pas de compte à rendre à personne. Alors tu peux bien écrire ce que ça te tente, tu peux bien écrire n'importe quoi, t'as pas de compte à rendre.
T'as connu, vous avez connu, ça fait pas si longtemps, mais la presse imprimée, depuis très récemment, c'est déjà du passé. Ça va être du passé pour de vrai là, à la fin de décembre. Là, donc, la presse du samedi... Samedi, elle disparaît, oui. Aussi. Ouais. Avec l'imprimé qui est terminé, l'Internet, les médias sociaux, tout ça, l'évolution de comment vous voyez le futur de votre profession de journaliste? Ben là, il y a des efforts qui sont faits, là, entre autres, ça a commencé avec la presse, puis nous aussi, là, on emboîte le pas pour essayer de garder, pas se débarrasser complètement du modèle qui est d'arriver avec une information qui est réfléchie, qui est mâchée, puis qui est digérée comme il faut, à une heure fixe dans la journée. J'espère qu'il va rester de la place pour ça. Des fois, j'ai l'impression que la demande est moins grande pour ça qu'elle a été, ou en tout cas que l'appétit d'un public plus jeune est moins grande pour ça. J'espère qu'on va pas juste... Parce que là, les gens, ils veulent beaucoup d'instantané, puis ils veulent réagir tout de suite. J'espère qu'il n'y aura pas juste de la place juste pour ça, parce que c'est pas vrai que toutes les histoires se racontent en 140 caractères ou moins. Ça, c'est vrai. Puis nous autres, on tente beaucoup. D'ailleurs, à la presse, on a un nouveau directeur des sports que tu connais bien, Jean-François Bégin, un nouveau, ex-nouveau, là, il l'a été, puis il est redevenu. Puis lui, c'est une des choses quand même, puis je pense que c'est une bonne façon de faire, de ramener, d'insister le plus possible sur l'histoire, raconter une histoire. Ouais. Et à chaque fois qu'on le fait, on le fait assez souvent cette année, et à chaque fois qu'on le fait, c'est souvent couronné de succès. Il y a beaucoup de bons commentaires. Tu sais, c'est vrai ce que tu dis. On vit, Sylvain, effectivement, dans un monde d'instantané. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que les gens aiment une bonne histoire. Même si ça va te prendre 5 minutes pour l'aller au lieu de 5 secondes. Là. Ce qu'on s'est rendu compte, nous autres, c'est que les gens aiment une bonne histoire bien racontée. Et puis je pense que c'est quelque chose, c'est une avenue, je pense, à ne pas négliger. Je suis absolument d'accord. Je pense que c'est ça aussi qui fait que les gens, je pense, écoutent le podcast et pour entendre les gens raconter leur propre histoire. Puis je pense que ça démontre qu'il y a encore, je pense, de la place pour la longue forme. Oui. Un petit peu plus profond. Comment vous pensez que ça va évoluer le métier dans le sens, avec la fin de l'imprimé, quelle forme ça va prendre? Les textes, c'est quoi l'avenir? Je pense qu'il y a beaucoup de groupes de presse qui planchent très fort présentement pour trouver un modèle, une application téléphonique qui aurait bien de l'allure. Il y en a beaucoup qui l'ont fait, mais je pense qu'il n'y a pas personne qui a trouvé la formule magique encore. Et j'ai entendu beaucoup de choses en coulisses présentement où il y a beaucoup de groupes de presse qui mettent beaucoup d'efforts pour tenter de trouver quelque chose qui serait agréable à lire sur ton téléphone. Alors, je pense que ça s'en va beaucoup vers ça. Je pense que la tablette, récemment, on vient d'entendre parler qu'il y a une nouvelle tablette qui va envahir le marché, qui va être, semble-t-il, la Cadillac des tablettes. Là. J'ai hâte de voir ça. Ça va être intéressant. On s'en va vers ça, je pense, beaucoup. Moi, au début, je vais t'avouer, moi, je suis vieux, là, j'ai 46 ans. Moi, quand ma presse papier a disparu, je trouvais ça bien plate. Ouais. Mais j'ai appris beaucoup à lire sur la tablette. J'ai appris à aimer ça. Et le téléphone, j'aime ça aussi, mais j'ai encore un peu de misère avec le téléphone quand même. Plus petit. Ouais. Mais moi, j'ai eu un coup de foudre, au contraire, pour la Presse Plus quand c'est sorti. Ça m'a fait acheter un iPad. Puis j'avais tellement hâte que les plus petits journaux comme le nôtre se mettent au diapason. Puis tu vois, aujourd'hui, je trouve ça extraordinaire parce que le matin, je me lève, puis je me lève, je débranche la tablette de mon lit qui est rechargée, puis j'ai la presse de Montréal, le Toronto Star, notre journal à nous, puis même un plus petit groupe de presse comme Transcontinental qui produit des journaux hebdomadaires au Québec, puis qui sont très présents dans mon marché à moi, en Outaouais, et ils produisent un quotidien sur tablette. C'est sûr que c'est modeste, ils n'ont pas des grosses équipes comme par exemple la Presse Plus, mais d'un coup, écoute, je me ramasse avec 4 quotidiens qui m'arrive à ma porte gratuitement. Puis que, écoute, si je veux tout lire, là, ça me prend 1h30, 2 heures en partant. Fait que je trouve que, tu sais, j'espère... L'accessibilité est quand même... Oui, ça, c'est intéressant. Moi, j'ai un de mes chums en Californie qui, écoute, lui, il se lève à chaque matin, puis il prend sa Presse Plus, puis lui, c'est un gros maniaque du Canadien, puis il a l'impression qu'il rate rien, parce que, tu sais, à cause, justement, de la c'est l'aspect magique de la chose. Ouais. Avant, il n'aurait pas pu se faire livrer son journal en tout cas, ça aurait coûté cher s'il l'avait fait. Mais là, c'est livré à sa porte. Ouais. Puis il faut pas se décourager parce que c'est vrai, des fois, ça peut être frustrant. Écoute, moi, je me souviens, entre autres, là, en début de saison, quand il y a eu le fameux match devant 12 000 personnes à Ottawa entre les Coyotes puis les Sénateurs le mardi, là, évidemment, ça frappe l'imaginaire.
extraordinaire. Il y a des images de sections pratiquement vides dans les estrades. Puis le lendemain, tout le monde ne parlait que de ça. Moi, ma job comme chroniqueur, je me dis, ben, c'est quoi? Ça s'explique, là. Il y a des façons de l'expliquer. Fait que j'ai passé ma journée à réfléchir à ça, puis à parler à des gens, puis à tester des théories, à en éliminer quelques-unes. Puis le lendemain, j'arrive avec une chronique de 800 mots bien fouillée. Voici pourquoi c'est mal parti. Puis là, le journal partage ça sur Facebook. Je laisse une couple d'heures passer, je vais voir les commentaires, puis la liste de commentaires, je me dis, il n'y a personne qui a lu ma chronique. Les gens voulaient juste voir un titre accrocheur, puis lancer leurs opinions, parce que c'est beaucoup ça aussi, les réseaux sociaux. Mais je pense qu'il ne faut pas se laisser décourager par ça. Puis comme Richard dit, il y a du monde qui en veulent encore l'information de qualité, l'information fouillée, puis il faut croire que ces gens-là, ultimement, vont nous trouver, puis ils vont venir chercher notre produit. On va revenir aux sénateurs dans pas longtemps, puis les fameuses assistances, mais je voulais vous demander, à vous deux, on entend souvent des histoires de joueurs de hockey quand ils étaient jeunes. Moi, je voulais jouer dans la Ligue nationale. T'sais. Est-ce que vous, quand vous étiez jeune, vous vouliez être journaliste sportif? C'était-tu un rêve? En fait, moi, je voulais être receveur de passe pour les Cowboys de Dallas. J'ai échoué lamentablement. Après ça, je voulais être guitariste pour Kiss. Ça aussi, j'ai échoué. Alors, c'était mon troisième choix. Une chance que ça n'a pas marché. Une chance que ça a fonctionné. Puis que... Oui, je sais pas que j'aurais fait. C'était quoi le quatrième? Je sais pas, je n'avais plus. Danseur. Non, moi, écoute, j'avais une porte de sortie. Là. J'ai toujours été le moins bon joueur de hockey dans l'équipe du plus haut niveau quand j'étais jeune. Là. Fait que assez rapidement. T'étais le 13e attaquant. Là. Exactement. Ouais. Dans une équipe qui en comptait 9. Mais j'ai compris assez vite. En fait, tu le sais sans le savoir quand t'as 12-13 ans puis tu vois les gars à côté de toi qui ont un potentiel que je montrais pas. Mais en même temps, j'étais le gars bizarre qui cadrait pas dans un vestiaire de hockey parce que je parlais de politique à 13 ans, 14 ans puis parce que j'étais le gars qui aimait ça composer. La journée de composition écrite au secondaire, moi, je tripais. Quand tout le monde, personne n'aimait ça à part moi. Fait que je me suis rendu compte que c'était une avenue pour moi. Puis j'ai vraiment rapidement tout mis mes œufs dans ce panier-là. Puis si ça n'avait pas marché, je me serais réveillé à 28-29 ans. Je me disais, OK, il faudrait que je pense à autre chose avec ma vie. Mais je n'ose même pas imaginer ce qui serait passé si ça n'avait pas fonctionné parce que c'était vraiment juste ça. C'était qui vos idoles, vos modèles, passé et présent, vos idoles dans votre domaine, qui vous ont inspiré à faire ça? Écoute, moi c'est bien bizarre parce que très tôt je lisais en anglais. Alors j'ai beaucoup de modèles de gens que j'aimais beaucoup en anglais. En français évidemment. Moi c'était en fait celui que j'adorais lire, c'était le regretté, très regretté Robert Duguay. Je sais pas si tu te souviens de lui, Sylvain. Je me souviens, toi, tu te souviens peut-être pas. Robert Duguay. Ouais, malheureusement, pour quel journal? Pour la presse, mais okay. Malheureusement, il est décédé il y a quoi, là, presque une vingtaine d'années déjà. Moi, j'ai 28. T'as 28. Ouais. Écoute, c'était un monsieur qui avait une plume poétique et qui écrivait beaucoup sur le football américain, de temps en temps sur le hockey. Mais écoute, les Super Bowls de Robert Duguay, là, tu demandes à n'importe qui a à peu près mon âge, là, c'était un délice. Là. Moi, je prenais, là, je me levais le matin, là, je prenais la section des sports là, et je prenais Robert Duguay. Là, puis ça me prenait, je pense, là, 50 minutes de manger mon bol de céréales là, parce que je relisais toutes les lignes. Là, je connaissais ces textes par cœur parce que je les lisais 8 fois. C'était tellement bien écrit, c'était ludique. Tu sais, il comprenait, Robert Duguay, que regarde, c'est du sport, c'est du divertissement. Mm-hmm. Et ça, moi, puis il y avait une plume absolument fabuleuse en plus de ça. Puis t'as fait ça aussi quand t'es allé au Super Bowl, t'as eu 7 ou 8... 11 fois, 11 fois. Écoute, moi, je me souviens, t'es à peine plus vieux que moi, mais juste assez pour que, justement, j'étais pas encore journaliste sportif, puis je te lisais, puis t'avais un petit peu de ça aussi, là. Ben, écoute, bien humblement, j'essayais d'arriver à la cheville du maître, mais il y en aura juste un, honnêtement. Et Régent Tremblay, moi j'aimais bien Régent quand il était à la presse en particulier. Régent était un raconteur et j'aimais bien lire Régent également. Du côté américain, il y a des gars comme Peter King que j'aimais beaucoup à Sports Illustrated, entre autres sur la NFL. Donc moi c'est pas mal ça. Toi c'était qui, Sylvain? Écoute, moi mon père était imprimeur. Il est sur le point de prendre sa retraite, là, mais pendant toute sa carrière, il a imprimé le Journal de Montréal. Fait que c'était le journal qui rentrait sur la table de la maison à Laval. Fait que moi, je vais t'avouer, Bertrand Raymond. Puis Marc, j'admirais Marc Defoy sur le beat du Canadien. Depuis je pense que j'avais 7 ou 8 ans quand il a commencé. Fait que ça a été pas mal les deux avec Marc Lachapelle qui faisait du hockey junior parce que j'étais Lavallois, donc dans l'Est de Laval, j'étais un grand partisan du Titan. Écoute, si tu veux partir là-dessus. Il n'y a pas eu les voisins aussi? Ça, c'était Maru Lemieux, mais j'étais un petit peu jeune pour les voisins.
Pas quand même pas Les si- Titans, c'est dans le temps de Bob Hartley, ça? Ou... Oui, Ouais. Bob Hartley, que j'aimais beaucoup comme coach, puis j'ai eu du plaisir à le côtoyer dans le monde des Ouais. médias aussi. D'ailleurs, j'ai tellement hâte au jour où il va mettre un terme à sa carrière de coach pour qu'il revienne nous divertir dans les médias. Ouais. Mais oui, écoute Bob Hartley, puis les joueurs en tant que tel, on a eu des joueurs extraordinaires à Laval que j'allais voir quand j'étais petit, mais ça a été ces gars-là, là. Marc Lachapelle, Marc Defoy. Dans le temps du Pierre House of- Durocher. Oui, Pierre Rocher. Qu'est-ce Dans le qui- temps du House of Pain, ça. Hein? Ouais, j'ai décroché un peu dans ce temps. OK, ouais. Qu'est-ce qui fait un bon texte sportif? Tu sais, parce qu'on sait pas c'est un style littéraire quand même assez particulier. On parle pas d'un roman, on parle pas d'une nouvelle. C'est vraiment de l'écriture journalistique sportif. Mais vous êtes, comme tu l'as dit, dans le divertissement. Tu Ouais. as la raison pourquoi tu aimais lire les textes puis pourquoi tu es devenu journaliste sportif. C'est parce que Colin, tu étais interpellé, puis tu étais diverti, puis tu étais... Comment on écrit un bon texte sportif? Ben, en partant, je pense que la clé, là, il faut qu'il y ait une surprise en quelque part. Tu sais, regarde, on les voit tous, les clips des joueurs de hockey à télévision dans les scrums. Puis tu sais, on les trouve tous autant ennuyeuses. C'est des entrevues entre les périodes à la télévision. Fait que la job, des fois, c'est juste ça que tu as à te mettre sous la dent. Parce que quand il y a beaucoup de journalistes dans le vestiaire, encore plus à Montréal qu'à Ottawa, des fois, c'est tout ce que tu peux avoir. Fait que c'est de réussir des fois à aller chercher quelque chose dans ce que le joueur a dit, qui est peut-être passé inaperçu, mais que toi, tu as remarqué parce que tu écoutais, puis que tu vas réussir à développer quelque chose là-dessus. Fait que je pense qu'au départ, là, il faut qu'il y ait une espèce de surprise. Il faut que tu ailles là où les gens t'attendent pas. OK. Ça prend, oui, ça. Et je pense, si on parle de l'écrit, là, pour moi, c'est vraiment la qualité. Bien raconter une histoire, pour moi, ça va jamais se démoder. Ça va jamais être plate. Ça va jamais être Pas assez. pas pertinent. Tu sais, ça va toujours être, pour moi, une grande qualité. Quelqu'un qui est capable de bien raconter une histoire. Là. Un jeune qui nous écoute en ce moment puis qui se dit... tu sais, un jeune passionné de sport, un adolescent qui nous écoute, qui dit, moi, j'aimerais ça devenir journaliste sportif. Puis il veut savoir comment on fait pour devenir journaliste sportif. Aujourd'hui, c'est ça. aujourd'hui, c'est pas fait. Je sais pas, c'est une bonne question. Comment tu commences, tu sais? Puis comment tu te rends là, tu sais? Je pense que, tu vois, dans les plus jeunes collègues qu'on a, la plupart commencent en se faisant des blogs maison, des choses comme ça. Tu sais, un peu ce que nous on faisait à l'époque, c'était, je sais pas si ça existe, ça a pu exister, gros, les journaux étudiants, je sais pas s'il y en a encore beaucoup. La radio communautaire, la Ouais, télé communautaire. Ben là, maintenant, tu sais, les gens ont les moyens de faire des choses comme ça maintenant, puis de se mettre en ligne eux-mêmes. Là. Je pense que c'est beaucoup ça. Moi, j'en ai beaucoup de jeunes qui m'écrivent puis qui m'envoient des textes sur des sites maison. OK, regarde ça, j'ai fait un texte sur telle affaire, puis m'envoient ça des gars de 15 ans. J'en ai rencontré au Salon du Livre l'autre fois, au printemps. Voyons, à l'automne, voilà. Et des kids de 13-14 ans qui aiment écrire puis qui se font leur propre site. Et puis, je pense que ça, c'est une bonne façon de commencer. Nous, encore une fois, là, ça, je sais pas si ça existe encore beaucoup, mais moi, quand j'étais plus petit, c'était les journaux étudiants. Moi, partout où je suis allé, école secondaire, cégep, à l'UQAM avec le trait d'union, ça c'était à Maisonneuve. À l'UQAM, le Montréal Campus. Okay. Voilà, je pense que ça existe encore. Donc, on commençait beaucoup là-dedans. On faisait nos premiers pas comme ça, souvent. Puis un truc, vu que tout le monde peut avoir des blogs, tu sais, moi ce que je dirais aux jeunes qui essaient de s'en partir ou de faire quelque chose, tout le monde peut écrire sur le Canadien, tout le monde dans son salon peut écrire un texte d'opinion sur Jonathan Toews, mais c'est plus difficile d'aller sur le terrain puis de rencontrer des athlètes qui veulent parler. Mais pourtant, il y en a plein des athlètes super intéressants puis qui ont une démarche intéressante puis qui demandent juste ça à parler. Tu sais, t'as des arénas pleins de joueurs de hockey midget 3A ou même à rigueur junior majeur qui ont pratiquement pas d'attention puis qui en veulent, qui en demandent. Fait que moi, si j'étais un jeune aujourd'hui, ou en tout cas si mon fils voulait faire du journaliste sportif, je dis regarde, viens, on va aller à l'aréna. Puis au lieu de juste écrire un texte d'opinion sur Shea Weber puis Piquet Souban, regarde, on va trouver un des jeunes dans l'équipe qui a une histoire à raconter puis on va la raconter. Vous côtoyez les joueurs, là, tout ça dans le système un peu des vélétariats, ça peut être impressionnant, tout ça. Vous côtoyez quotidiennement les joueurs. C'est quoi votre relation avec les joueurs? On s'imagine, on repense à Lance Compte, on pense à Linda Hébert qui se fait lancer un verre d'eau en pleine face sur votre On a plein d'images un peu loufoques, mais c'est quoi la relation? Puis probablement qu'elle est différente pour les deux aussi, parce que c'est dans deux sphères différentes, la relation avec les joueurs. Ouais, mais en même temps, les deux, je pense qu'on a fait de la route pas mal. Fait qu'à un moment donné, tu viens que tu tisses des liens. C'est surtout là que les liens avec les joueurs se tissent, je pense, se développent. Oui, sauf que c'est plus ce que c'était avant, là, parce que là, tu parles de l'ancien compte, ça, ce que Régent décrivait, c'est l'univers plus des années 70-80, où à l'époque, tu sais,
les gars voyageaient ensemble. Tu prenais une bière avec les gars après le match. Là. C'était comme ça. Là. Mais ça, journalistiquement parlant, c'est pas malsain. Moi, je me verrais mal faire ça. Moi, ça m'est arrivé une couple de fois sur la route, que j'étais avec des collègues, puis il y a des joueurs qui arrivent, puis on prend une bière, puis on fait juste « Hey, comment ça va? Hey, t'as-tu la game de football tantôt? » Tu sais, on va jaser de n'importe quoi, sauf souvent de hockey. C'est très rare que ça arrive, par contre. On tente de garder, je te dirais, une certaine distance. Ouais, c'est plus sain à la fois pour eux et pour nous. Oui. Ouais. Ben, tu veux pas être là, si mettons justement, tu veux pas être dans le bar si un jour il arrive quelque chose sur quoi tu dois écrire par après aussi, tu sais, je pense que tu veux essayer d'éviter ça, puis à un moment donné, c'est que justement, tu rentres assez dans leur bulle pendant une partie de leur vie, des fois tu veux les laisser respirer aussi, mais je pense que à un moment donné, au fil des ans, quand un joueur joue pour l'équipe que tu couvres pendant 4, 5, 6 ans, puis que t'es là 6, 7 jours par semaine, veux pas, à un moment donné, il va se tisser des liens qui vont au-delà de, tu sais, salut, comment ça va? Là, tu viens que tu connais davantage les joueurs, mais pas au point d'être amis, puis de s'appeler, puis d'aller souper, puis prendre une bière pendant l'été. Est-ce qu'il y en a qui sont devenus des amis à vous? Des joueurs? Ouais. Moi, c'est après, souvent. Ouais. J'apprends je redécouvre certains gars après, souvent quand ils font le passage dans les médias. Enrico Ciccone, entre autres, est rendu un ami que je côtoie au 91-9 à Montréal. Tu sais, quand il jouait, on jasait un petit peu, pas plus que ça, mais Georges Larac aussi, même chose. Ça, c'est des gars super sympathiques que je connaissais juste de même, puis que là, j'ai appris à connaître maintenant beaucoup plus. Alors, je pense que c'est plus une fois qu'ils sont à la retraite que ça peut survenir. Maintenant, si Chico m'appelle, hey, vas-tu prendre une bière tantôt? Je vais y aller. T'sais. S'il m'avait appelé il y a 15 ans, quand il jouait, je serais pas allé. Là, puis souvent, ils ont des meilleures histoires à raconter une fois qu'ils accrochent leur pratique. C'est ça. Une fois qu'ils sont pour prendre une bière, c'est toujours plus intéressant un ancien joueur qu'un joueur actuel. Oui, ça, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un athlète que vous avez déjà rencontré qui vous a laissé, comme on dit, starstruck, c'est-à-dire qui vous a un peu figé là, de tellement de... Pas de ce côté-là, mais j'ai des 2-3... Heureusement, on est chanceux, Sylvain, parce qu'on travaille dans un monde, celui du hockey, où 99% des gars sont super corrects. C'est un 1% là, on dira pas le nom, là, mais t'en as une couple là, qui sont vraiment désagréables, mais c'est une infime minorité. Et à un moment donné, à mes débuts à la presse, écoute, ça fait déjà très longtemps. C'était à l'été 99. J'étais le dernier gars rentré au sport. Fait que tu sais, je touchais un petit peu à tout. C'est là que Sylvain m'a rappelé mon temps de football canadien. Mais à un moment donné, j'ai fait un bref passage au Stade olympique avec les Expos. Puis à un moment donné, mon boss à l'époque, Alain de Repentigny, qui était un type fabuleux, il savait bien que j'aimais pas le baseball plus que ça. Il me disait, hey, là, j'ai une mission pour toi. C'était à l'époque des gros bras. Et Mike McGuire et Sammy Sosa étaient là, pour chasser le record des coups de circuit en une saison. Et là, 3 jours de temps, les Cards sont ici, au Stade olympique. Alors, mon boss, Alain II, me dit, là, Mike McGuire est en ville. Va-t'en 3 jours de temps dans le vestiaire des Cards. Ramène-nous une histoire sur Mike McGuire. Là, moi, j'ai comme 25 ans. OK, parfait. M'en va là. Et littéralement, j'ai été... Puis c'est long, là, parce qu'au baseball, le vestiaire il est ouvert comme de 10h, la game est à 19h, mais tu sais, les gars arrivent en milieu d'après-midi. Fait que là, toi, t'arrives à 14h, puis t'attends, puis il est rendu 17h, puis t'attends encore. Pendant 3 jours de temps, Mark McGuire est passé devant moi. Là, je suis comme, OK, Mr. McGuire, yeah, tomorrow. Demain. Il m'a fait ça pendant 3 jours de temps. Puis la dernière journée, j'ai pas le temps. Fait que là, j'ai rappelé mon boss, j'ai dit, je suis désolé. Je viens de rentrer, là. J'ai comme, ça fait 1 mois que je suis à la job. Il m'a donné une mission. T'as 3 jours pour parler avec McGuire. Écoute, je me sentais tellement mal. J'ai dit, Alain, je suis complètement désolé. J'ai rien pour toi. J'ai absolument rien sur Mike McGuire. T'as rien pantoute? Je dis, je l'ai vu dans le métro. Il dit, OK, faites quoi là-dessus? J'ai fait 50 lignes sur le fait que Mark McGuire prenait le métro. Moi, je pense que j'étais là à cette game-là. Je me suis allé voir les Cards dans ces années. En 99. Ouais. Mais tu sais, je pense qu'au baseball, moi j'ai couvert tous les sports en Amérique du Nord. Le baseball et le basket, ce sont probablement les 2 pires en termes de, je dirais, de personnalité poche. Lesquels, ça? Basket et baseball. Plus d'ego? Ouais, il y a beaucoup, puis plein de gars qui en ont rien à sacrer que tu sois là, puis que ça leur tente pas de se raconter, puis qui veulent rien savoir de toi, puis les autres là se raconter, puis répondre à des questions là, ça fait pas partie de leur description de tâche. Y a-t-il quelqu'un qui t'a marqué comme étant la personne la moins sympathique que t'as croisée? Charles Oakley, qui était un joueur de basket qui a joué brièvement avec les Raptors de Toronto, qui m'a littéralement envoyé promener, là, solide là. Puis Lawrence Phillips.
Tu fais Dans ces Alouettes, oui, dans ces années-là. Porteur de ballon, Ouais. ça a été la seule fois où j'ai eu peur physiquement. Ben voyons. C'était un gars, Lawrence Phillips, qui était un porteur de ballon au passé trouble, qui a eu des problèmes de violence conjugale. D'ailleurs, il est décédé. Il est décédé en prison. Ouais, C'est pas du tout une histoire cliché de joueur de football. Mais Non, mais lui, là, c'était un cas d'exception. Ouais. D'ailleurs, un documentaire là, qui circule ces jours-ci, allez voir ça, là, c'est assez particulier. Puis je me souviens, une fois, j'avais écrit un texte sur lui, sur son passé. Okay. Évidemment, on avait déterré des affaires pas le fun, mais regarde, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Et on était dans un hall d'hôtel à Calgary. Il était à ce moment-là avec les Stampeders, puis il m'avait vu avec, à l'époque, Serge Leminx du Journal de Montréal, puis il avait fait exprès pour me rentrer dedans, tu sais, sans, tu sais... Oh oui, quand même. Et j'ai eu peur, là, parce que c'était un gars, là, premièrement, c'est un fou. C'est un gars qui avait un gros problème, un lourd passé criminel, puis deuxièmement, c'est un gars complètement imprévisible. Alors, il va-tu me sacrer un coup de poing dans la face? Je sais pas, là. Puis finalement, il est parti. Mais tu sais, c'est pas arrivé souvent. Là, c'est proche. mais je me souviens d'avoir eu peur cette fois-là. Est-ce que... En fait, tu parlais des moi, c'est m'est arrivé d'histoires comme ça, là, mais Starstruck, écoute, c'est moins fréquent maintenant. Tu sais, on vieillit un peu. Maintenant que je suis plus vieux un peu que les athlètes que j'interviewe, ça arrive moins souvent. Je te dirais, c'est plus difficile d'être impressionné par quelqu'un qui est la moitié de ton âge. Ouais. J'ai eu plus de difficultés avec les anciens joueurs quand j'ai commencé. Tu sais, les héros de mon enfance comme Mike Bossy, Wayne Gretzky, coaché à Phoenix. J'ai déjà gelé dans une mêlée de presse. Je voulais poser une question. J'ai pas été capable. Gretzky, c'était mon préféré. Mais la fois où j'ai été le plus marqué, c'est Mohamed Ali, qui était... Là, on parle du football canadien à tout bout de champ. Là. C'était un match des Renegades, justement, contre les Argonauts, ma première saison en 2002. Puis Ali était l'invité d'honneur. Il faisait une activité pour le Parkinson. Puis j'étais assis sur le bord de l'allée pour la conférence de presse. Puis il est passé à côté de moi. Puis je sais pas pourquoi il m'a choisi moi, mais il a ouvert le revers de son veston. Il a pris une grosse liasse de faux billets d'$1 million. Il m'a donné un, tu sais, je affaire que ça s'expliquait pas. Puis, mais après ça, il m'a donné le billet, puis là, j'ai levé les yeux. Une fois que j'ai vu que j'avais dans les mains, je l'ai regardé. Puis, il me pointait, puis il me regardait avec ses yeux là, méchants. Puis, c'était un homme dans soixantaine à ce moment-là, affaibli par le Parkinson. Et je te jure, il m'a regardé, je l'ai regardé dans les yeux, mon sang a glacé. Juste la demi-seconde, j'avais 24-25 ans moi aussi, puis je me suis dit, là, ça, j'ai dit, écoute, cet homme-là, avec ses yeux-là, à 30 ans, c'est sûr que moi, je suis dans la ligne contre lui. Là, regarde, j'enlève mes gants. C'est fini. Merci. Okay. Et pourquoi il voulait te donner un faux billet de $1 million? C'était quoi l'histoire? C'est quoi? Il l'a fait à 3-4 personnes après moi. J'étais le premier. Là. Puis, on a posé des questions. En fait, on a posé des questions en conférence de presse. Il y a personne qui a osé lui demander. OK. J'ai ressorti cette histoire-là quand il est décédé, justement, lui aussi, l'année dernière. Mais c'était quoi? Il devait avoir... le billet, il devait avoir de quoi de commercial? C'était-tu un sponsor? C'était-tu une promotion? Non, mais écoute, on n'a jamais posé la question. Puis moi, j'étais bien trop... J'ai resté tranquille dans mon siège, j'aurais pas parlé pendant 1 heure là. J'ai vraiment, il m'a regardé, il m'a intimidé. Puis aujourd'hui, je regarde le faux billet, c'est la Statue de la Liberté, mais elle a un œil au beurre noir. Fait qu'il y avait sûrement une histoire à raconter, mais personne n'a osé lui demander. Okay. C'est bon. Moi, mais tu sais, dans les j'ai parlé de quoi de malheureux, mais dans les choses plus heureuses, un peu plus comme toi, moi, c'est Henri Richard, parce que mon père était un grand fan de Maurice. Et à un moment donné, avant qu'Henri devienne vraiment malade, j'ai eu le grand privilège de pouvoir lui parler. C'est une activité promotionnelle avec il y avait plein d'anciens, il y avait Marcel Dienne qui était là. Puis Henri m'a raconté son but. Il avait fait un gros but en 66, un but controversé à l'époque là, qui avait déchaîné les passions. Puis Henri m'avait raconté tous les détails du but. J'avais écrit ça. Puis j'avais appelé mon père en arrivant. Je me souviens de ça. J'avais, hey papa, tu sais qu'est-ce qui est arrivé en 66 là, quand Henri a marqué lui. Puis j'ai tout raconté les détails à mon père. Puis j'avais l'impression que j'apprenais de quoi à mon père. Moi, j'étais même pas né en 66, mais mon père, ça va être un grand match là, de ce qu'il me contait. Puis j'avais tout raconté les détails de ça. Puis j'étais très impressionné. Henri, il y avait... Je pense qu'il y avait 8 bagues. Je pense qu'il y en a 11 en tout. Là, mais je pense que cette journée-là, il y en avait juste sorti 8, je pense. Puis là, il y avait tout ça dans ses mains. Puis là, je regardais ce gars-là avec toutes les bagues de la Coupe Stanley. Je disais, on verra plus jamais ça. Non, impossible. Juste 8, ça, c'était un mercredi d'habitude. C'est ça. Mais tu sais, on dit, là, le cliché, les records sont faits pour être battus, là, mais ça, c'est pas vrai. Il y en a une coupe qui seront jamais battus, puis 11 bagues de la Coupe Stanley pour un gars, là, oublie ça. Comme joueur, impossible. Il y a des contextes historiques là, qui sont bons. Ou les 200... Gretzky, c'est combien? 215 points d'une saison? 92 buts, ouais, c'est ça. Ça sera jamais battu non plus. À moins qu'il change enfin les règlements puis qu'il agrandisse les filets beaucoup pour marquer plus de buts, mais sinon... Le genre de gars que les gens
qui faisait des poules à l'époque. Tu devais choisir Gretzky passe ou Gretzky but. Tu peux pas prendre les deux parce que tu gagnais le pool. C'est ça. Tu gagnais le pool. Si Mario Lemieux était là, t'étais pas loin derrière. Mario Lemieux n'a pas une saison de 199 points. Ouais, il y a une grosse saison. Et c'est une partie où il y avait même pas. Et c'est une année où il avait même pas joué toutes les parties. Donc il aurait fait 200 points, mais. Souvent blessé, Mario, malheureusement. J'ai eu la chance de l'avoir joué. Une chance. J'ai vécu ça. Mais non, je voulais aussi enchaîner juste pour vraiment aller couvrir tout. Justement, je vais parler de Sylvain des Sénateurs parce que malgré la folie de Montréal cette année en série, c'est les Sénateurs qui ont porté le flambeau canadien, même si on veut, qui se sont rendus à quoi? 1 ou 2 buts de la finale de la Coupe Stanley? En fait, ils ont perdu en deuxième prolongation. Ah oui, c'est ça, c'est vraiment la prolongation. Vraiment, un but d'être en finale de la Coupe Stanley. C'était comment à Ottawa? Là, à Montréal, on le sait comment c'est, mais à Ottawa, c'était quoi? Ottawa, c'est un marché c'est assez particulier. C'est une ville où, écoute, c'est difficile de faire sortir les gens, c'est difficile de les faire réagir. C'est toute la différence entre la mentalité ontarienne puis la mentalité québécoise où le Canadien gagne une ronde de série, on déchire nos t-shirts puis on se maquille, puis Ottawa c'est très très calme, très très positif. Ça veut pas dire qu'ils n'aiment pas leur équipe, ça veut dire que c'est beaucoup plus difficile de les amener à le démontrer. Fait que oui, il y a une passion pour cette équipe-là, mais c'est quoi, tu serais venu là en demi-finale contre les Pingouins, puis tu te serais attendu à voir ce que vous avez vécu à Montréal en 2010-2014, puis c'était pas pareil du tout. J'étais là pour le match ils ont battu les Rangers, non pas les Rangers, ils ont battu les Pingouins. C'était-tu le match numéro 3, ça, à Ottawa? J'essaie de me souvenir. Là. Oui. En tout cas, ils ont une grosse victoire. Là. Et après le match, nous autres, on reste tous au centre-ville. On était une gang de Montréal, de journalistes de Montréal, une gang de journalistes d'un peu partout, de toute façon. Puis là, on se disait, après le match, ça va être le fun. On va aller prendre une bière en ville. Ça va être intéressant. T'sais. Et là, je débarque, je mets mon ordinateur dans ma chambre, je m'en vais en arrière sur la rue Sparks. Là, il y a plein il y a des pubs, des terrasses fermées. Ouais. Tout était fermé. Et là, je vais voir, à un moment donné, après 3-4 places, je pogne les nerfs, je rentre dans une place, je vais voir la fille, je dis, là, non, vous n'êtes pas fermé, là, votre club vient de gagner, on peut-tu prendre une bière? Oui, mais on s'excuse, il est minuit, c'est ça. Et j'ai trouvé ça vraiment particulier, ça. Je m'attendais à ce que la ville, là, soit sans dessous, que le party roule jusqu'à 4 heures du matin. Et ça finit, on s'est ramassé 75 journalistes dans le lobby de l'hôtel à prendre nos bières dans le lobby de l'hôtel. Ah non, on était à Ottawa, mais on trouvait pas de place. Ouais. C'est assez fascinant parce que, tu sais, Ottawa, bon, ça va chercher le bassin de Gatineau, là, au niveau des fans. Puis on était au Festival Transistor, là, le Festival de la radio numérique pour enregistrer un épisode. Puis je me souviens, on est arrivé, je pense que c'était un samedi soir, vendredi ou samedi soir, je pense samedi soir. Puis je me souviens, quand j'ai marché de l'hôtel au centre-ville, où il y avait les lieux pour l'enregistrement des podcasts, la soirée est encore jeune qui était sold out, j'ai croisé une gang de personnes de l'hôtel au centre-ville, puis c'est les gars de la soirée qui revenaient à l'hôtel. Ah ouais, c'est ça. Puis j'étais comme, ben voyons. Peut-être que aussi, Sylvain, tu me corrigeras si j'ai tort, mais je pense que ça aide pas le lieu. Et j'ai l'impression qu'après la game, là, le monde saute dans leur char et rentre à la maison. Oui, ben c'est sûr qu'il y a ça aussi, mais je veux dire, regarde, l'aréna va être amenée au centre-ville puis ça changera pas tout. Tu penses pas? Non? Ben, ça va aider. Ben oui, non, ça va aider pour, créer un petit peu de vie. Ouais. Sauf que, c'est ça, si tu penses recréer l'ambiance qu'il y a à Montréal ou dans une... Puis Nashville, on en parle beaucoup, c'est un succès. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis, une des raisons, ils ont mis l'aréna exactement downtown, là, la fameuse rue Broadway, il y a tous les bars puis la musique, c'est sur le coin, là. Alors, ils ont eu la bonne idée de faire ça, puis les clubs qui ont eu la mauvaise idée dans les années 90, Ottawa, c'est pas les seuls, là, à mettre un building dans un champ sur le bord d'une autoroute, là. Parce que c'est pas des succès. Pour les gens qui le savent pas, l'aréna des Sénateurs est à Canada. Dans un champ sur le bord de l'autoroute. Oui. Ouais. J'ai écrit, moi, présentement, avec Catherine Levac sur son spectacle, puis elle vient de l'Est ontarien, puis elle a un numéro sur les Sénateurs. Comment c'est pas facile d'être fan des Sénateurs parce que non seulement personne t'aime, mais personne t'haït. C'est pas faux, hein. Et elle a une blague où elle dit... c'est ça, les gens savent pas ça, mais les Sénateurs jouent pas à Ottawa, ils jouent à Canada, ce qui est en fait une ville de douchebag à une demi-heure de là. C'est comme si les Canadiens jouaient à Boisbriand. Et c'est vrai tout ça, et c'est même ça a même engendré que je pense que c'est la seule. Ça crée une autoroute, pas un pont privé ou une autoroute privée, c'est quoi le seul? Oui, ben un viaduc. Un viaduc, le seul viaduc privé au Canada, quelque chose comme ça, parce que
quand la game finit, puis t'as quoi, 15-20 000 personnes qu'il faut qu'ils sortent, il y a comme une sortie, ou je sais pas trop quoi, c'est comme un peu catastrophique, là, cet emplacement. Mais tout ça, c'est vrai, sauf que du jour au lendemain, je pense qu'il y a des gens qui pensent qu'il va y avoir un miracle qui va se produire le jour où l'équipe va déménager au centre-ville. Regarde, je vais te donner un exemple. Ça va aider, là. Oui, ça va aider. Mais est-ce que c'est officiel que ça se fait? C'est ça c'est officiel à 75%. Il reste encore des détails à passer parce que c'est des terres de la couronne qui doivent être cédées au secteur privé, fait que c'est toujours extrêmement compliqué. Moi, je pense que ça va se faire, mais je voulais en venir à te parler du marché pour que tu comprennes un petit peu. Ouais. Il y a pas si longtemps, j'ai regardé les nouvelles à TVA régionale à Gatineau, puis il y avait un reportage super intéressant sur une activité, là, c'est le 150e du Canada cet été, puis Ottawa fait une espèce de gros party qui ressemble un petit peu au 375e de Montréal, dans le sens que, tu sais, on en parle beaucoup. C'est pas un pas aussi cher. Ben, en tout cas, probablement. Mais tu sais, il y avait un reportage aux nouvelles sur un espèce de spectacle qui va se faire souterrain, parce que là, ils sont en train de creuser un train léger à Ottawa, puis les trains pas opérationnels, fait qu'une espèce de projection son et lumière. Le reportage a l'air extraordinaire, puis le spectacle roule tout l'été, puis c'est gratuit. Puis à la fin du reportage, et nous en sommes à la question du jour. On vous a demandé, allez-vous profiter des célébrations du 150e d'Ottawa? Vous avez répondu non à 81%. fait que c'est le marché. C'est vraiment, là, écoute... On n'a pas le cœur à la fête. Ben, tu sais, la réputation n'est pas née nulle part. Ouais. Je veux dire, regarde, c'est une mentalité différente. Puis faire sortir les gens de chez eux le soir après 5 heures, c'est extrêmement difficile. Et ce qui nous amène directement au... l'incident des séries 2017, les fameux 2000 sièges vides en demi-finale de la Coupe Stanley à Montréal, pas à Montréal, justement, à Ottawa, ce qui est comme impensable à Montréal. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Est-ce que c'est vrai qu'il y avait 2000 sièges vides? Est-ce que ça a été... moi, je les ai vus au poste. Oui, non, c'était pas exagéré. Là. Écoute, tu pars avec l'idée que... t'as un marché tu veux comparer Montréal puis Ottawa, tu pars d'une ville qui a environ 3,5 millions de population à une ville qui, avec Gatineau, puis en étirant un peu, tu vas chercher 1 million. Fait qu'en partant, le marché est beaucoup plus petit. C'est pas plus que ça, j'aurais cru plus. Tu bosses un peu de millions, mais tout juste à Ottawa, avec Gatineau puis l'Est ontarien autour. Là. Puis là où tu peux pas comparer non plus avec les villes comme Edmonton puis Calgary à 1 million de population dans l'Ouest, c'est que eux, ils ont l'industrie du pétrole qui aide beaucoup l'équipe, qui achète des billets de saison, qui loue des loges. À Ottawa, c'est le gouvernement fédéral, l'employeur numéro 1, puis le gouvernement n'achète pas de billets, pour les raisons qu'on connaît. T'sais, avant, il pesait peut-être un petit peu plus, mais là, maintenant, les partenaires du gouvernement, ils sont pas graissés la patte d'aucune façon. Fait que les sénateurs ont besoin, pour remplir leur aréna, du soutien du partisan moyen pour acheter des billets de saison, plus que n'importe quelle équipe canadienne. Puis, même les Winnipeg? Mais Winnipeg, ça se compare un peu, mais même ça, Winnipeg, tu as une activité économique à Winnipeg, c'est pour toute la province, tandis qu'à Ottawa, l'activité économique est à Toronto. Puis Ottawa, c'est vraiment le gouvernement qui est le moteur économique, fait que ça fait en sorte que il faut que tu vendes beaucoup de billets de saison à tes professionnels, des gens qui ont un peu les moyens. Puis après 10 ans de plus ou moins une équipe qui faisait du surplace, qui attirait pas beaucoup qui inspirait pas grand-chose, ben à un moment donné, la base de billets de saison s'est effritée, fait que ça fait en sorte que tu as beaucoup de billets à vendre à l'unité pour chaque match. Puis quand, mettons, là, je me rappelle le match contre les Pingouins qui s'est pas vendu, ben les sénateurs tiraient de l'arrière dans la série, fait que les gens se sont dit, plutôt qu'ils venaient de perdre 7-0. C'est le match numéro 5. Ils venaient de perdre 7-0 dans le match numéro 4 à Pittsburgh. Ils faisaient face à l'élimination. Les gens se sont dit, si tant qu'à aller les voir se faire éliminer, on va rester à la maison. Moi, c'est ce que je pense, en tout cas. Puis c'est ça qui s'est passé. C'est fou. C'est sûr que tu vois, moi, je suis parti de mon hôtel à 16h30 à Ottawa, puis je suis arrivé, je pense, à 18h15. Ouais, c'est ça. Une autoroute pour ça rendre. Fait qu'il y a ce boulot aussi qui est bien difficile. Puis c'est pas pratique. Puis si t'es plus ou moins motivé, là, tu dis, non, l'autoroute, on oublie ça. T'sais, alors que si c'était à pied, tu peux y aller au centre-ville. Je pense d'ailleurs, l'aréna va-tu être dans le coin du stade de football, par hasard? Non, l'aréna va être dans le coin du musée de la guerre. OK. Direct sur la ligne du train léger qui s'en vient en 2018. T'sais, là, en fait, c'est que là, ils font la réflexion qu'ils auraient dû faire il y a 30 ans quand ils ont emmené l'équipe. Mais c'était pour toutes sortes de raisons, ça s'est pas produit comme ça. Puis là, ils vivent avec les erreurs qu'ils ont faites il y a 30 ans. C'est quoi un timeline réaliste pour la nouvelle aréna à Ottawa? Moi, réaliste. On n'oublie pas qu'on deal avec justement la commission de la capitale nationale, puis tout ce que ça implique. Moi, je te dirais que si dans 6 ans, on a un aréna, ben ça va être beau.
6 ans. Ouais. On est en 2017. Et ce qui est intéressant de noter, le building a été construit en 96, et il a l'air d'avoir 30 ans de plus que le Centre Bell. Ah ouais. Il est mal entretenu. C'est un désastre technologique. Il y a un ascenseur qui marche jamais. Le Wi-Fi, il arrête, il repart. Tu sais quoi, c'est incroyable. Parmi les nouveaux buildings là, des années 90, Boston aussi fait dur. Ouais. Mais celui-là a particulièrement mal vieilli. Je sais pas. Boston, au moins, il y a un cachet ou une ambiance, non? Ça fait ça. du bien. Je trouve que ça a mal vieilli. Il y a de l'air vieux, lui aussi. Ouais. Honnêtement, là, le Centre Bell à Montréal, ils ont fait un travail phénoménal, je trouve, avec d'apporter des améliorations presque à chaque année. Ouais. Mais à Ottawa, ils n'ont pas fait ça. À Boston, Boston aussi, ça fait dur. Boston, ils n'ont pas réussi à transporter l'ambiance du vieux Garden au nouveau Garden. Je pourrais pas témoigner de... T'es-tu allé au l'ancien Garden, toi? Non, mais dans mon cœur, j'y étais. OK. C'est ce que je pensais. Non, ça faisait parler beaucoup quand on était plus jeune. Ouais. Je me semble, moi, j'y allais souvent au nouveau Garden, puis je sens que c'est un aréna complètement anonyme. Il se passe rien, là. Non. Je veux terminer avec, en parlant, Richard, tu as écrit des livres. Parce que je pense pas tout le monde qui te lit dans la presse, nécessairement. Mais tu as 2 livres à ton actif. Oui. J'avais écrit en 2011 un livre sur les masques de gardien de but que j'ai eu bien du plaisir à faire ça. Et le dernier, c'est donc l'année passée, là, l'équipe qui ne devait pas gagner sur la Coupe Stanley de 86 du Canadien. L'équipe de 86 du Canadien. Oui. Et pourquoi? Parce que c'est l'équipe la plus surprenante à avoir gagné la Coupe Stanley depuis l'expansion des cadres de 67. Comment t'es tombé sur comme ce sujet-là? C'est quelque chose que tu savais depuis longtemps ou c'est comme un genre de... Ça, c'est parce que pendant des années, j'ai côtoyé Jean Perron sur le plateau de la 110%. Il a fini par te contaminer. C'est qu'il nous racontait tout le temps un paquet d'affaires pendant qu'on se faisait maquiller 30 minutes avant d'aller en onde. Ah, telle fois, il est arrivé ça avec Chelios, puis Svoboda a fait ça. Puis à un moment donné, je disais, Jean, coudonc, t'as-tu déjà pensé à raconter ça dans un livre? Ah, pas le temps. Fait qu'à un moment donné, quand je voyais le 30e anniversaire de cette conquête-là approcher, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens, il faut que... Il y a personne qui va le faire, fait que je vais le faire. Fait que j'ai décidé de lancer l'idée de parler aux gens, aux joueurs de cette conquête-là de 86, puis c'était une équipe qui était tellement intéressante pour un paquet de raisons. Tu sais, on les connaît, là, Patrick Roy, tout ça, bon. Mais en arrière-plan, il est arrivé plein d'affaires cette année-là. Tu sais, un coach, là, Sylvain, là, essaie de t'imaginer au mois de mars, là, t'as les joueurs, t'as 10 vétérans qui vont voir le DG. Nous autres, là, ton coach, tu le mets dehors, on n'est plus capable de jouer pour lui. T'es au mois de mars, là, t'es pas au mois de... En parlant de Jean Perron. En parlant de Jean Perron. Ouais. Et c'est Serge Chavard qui était le DG, qui a rencontré les vétérans puis qui a dit non, là, vous comprenez pas, là, vous allez oublier vos petites chicanes, là, puis vous allez vous organiser pour jouer parce que lui, il s'en va nulle part. Ça mené par Bob Gainey à l'époque. Bob Gainey et Larry Robinson, qui ont Robinson. pris essentiellement le leadership là, de l'équipe. Là. Alors, puis il est arrivé plein d'affaires cette année-là qui font en sorte qu'il aurait jamais dû gagner la Coupe Stanley. Ça se peut pas. C'est impossible. T'sais. Et pourtant, tout est tombant en place. En plus de ça, ils ont eu des coups de sort favorables, comme ça se peut pas. T'sais, à l'époque, on appelait ça les fantômes du forum. Je peux te dire qu'au printemps 86, les fantômes du forum ont été surtaxés et ça a mené à une Coupe Stanley complètement improbable. Ton autre livre, Masque, qui est vraiment différent, qui est beaucoup plus visuel, beaucoup plus artistique. Qui est ta passion sur les masques. Ça, c'est quelque chose qui vient de l'enfance? Hein? Oui, quand j'étais gardien de but, j'aurais tellement aimé être gardien de but, beaucoup à cause des masques. Moi, ça me faisait que je regardais à la télé à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. On avait 2 matchs par semaine, là. Puis on n'avait pas tous les soirs. Puis à chaque fois qu'il y avait un match du Canadien de Montréal, à l'époque, c'était beaucoup le Canadien. Ce qui m'intéressait, c'est de voir qui étaient les gardiens. Puis c'était le fun. Chez le Canadien, t'avais Ken Dryden qui avait un superbe masque bleu, blanc, rouge à l'époque. Un classique. Et j'aimais voir qui était l'autre gardien à l'autre bout. Puis je m'attachais à des gardiens parfaitement mauvais, mais il y avait des beaux masques. Il y avait un gars qui s'appelait Mike Palmateer des Maple Leafs de Toronto qui était vraiment ordinaire, mais qui avait tellement un beau masque avec les Leafs à cette époque-là. Donc c'était ça. Puis c'était des souvenirs d'enfance. Le premier match que j'ai vu de ma vie, j'ai picossé mon père pendant une semaine de temps pour qu'il m'amène voir les Kings de Los Angeles, qui étaient super pas bons. Juste parce que je voulais voir le masque de Rogatien Vachon. Oui, et de Ken Dryden, mais que cette partie-là, finalement, ce n'est pas Ken Dryden qui a joué, c'est ce que tu expliques en préface de ton livre. Je m'en suis jamais vraiment remis, d'ailleurs. À ce jour, j'en veux beaucoup à Scotty Bowman, l'entraîneur du Canadien. Michel Larocque gaulait 8 games dans l'année, puis il l'avait mis ce soir-là. Pour te faire plaisir. Ouais. C'est qui ton masque préféré de l'histoire?
De l'histoire, Complet chez White. celui, j'ai toujours aimé celui de Ken Dryden, là, ça c'est sûr. Il y en ça. a deux. Il y a celui- Le bleu, blanc, rouge, là. Oui, c'est pas ça. le pretzel. Blanc, là. ouais. Ouais, le pretzel. Le pretzel magané. Ouais, ça devait faire mal si tu recevais une poque d'en face avec ça. Ouais. Mais celui de Gilles Gratton aussi avec les Rangers de New York, la tête de tigre, Ouais. là, ça c'était très spectaculaire. D'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes visuels des masques qui sont québécois. C'est vrai? C'est, Ouais. ouais. Je ne veux pas dire de pionnier, mais quand même. Qui est ton masque préféré actuel dans l'NSL actuellement? Bonne question. Présentement. Sylvain, toi, aide-moi donc. Quoi, là. j'essaie de J'aime bien justement, celui de Corey Crawford qui est très rétro avec les Blackhawks de ok. Chicago. J'aime bien celui-là. Il est particulièrement réussi, celui-là. Moi, je veux dire, Jake Allen, cette année, Ouais. l'ensemble de son œuvre, de la simplicité, là, chaque fois que tu regardes, tu vois, c'est beau. Ouais, souvent, il y en a qui c'est très chargé, puis tu le vois comme pas qu'est-ce qu'il y a, mais lui, ça avoue qu'il c'est Moi, j'aime ça quand c'est old school un petit peu. Ouais, C'est pour ça que j'aime celui de Crawford, justement, qui est fabuleux. Et j'ai donc pour ceux, le livre s'intitule Masque, puis c'est vraiment très visuel, puis c'est très beau avec toutes les photos, les textes des différents trucs. Je l'ai devant moi en ce moment, je vais au remerciement à la fin. Où tu dis, bien sûr, je saute un peu qui est vous, mais bien sûr, un énorme merci à tous les gardiens qui ont accepté de raconter leur histoire ici. Un merci très spécial doit aller à Ken Dryden, mon idole de jeunesse, qui est passé depuis dans l'arène politique et qui ne parle jamais de hockey, mais il a accepté de répondre à mes nombreuses questions. Respect. Sinon, t'as marqué respect comme un rapper, ça me fait. Comment ça s'est passé, ton entretien avec Ken Dryden? C'était le fun. Ça, c'était vraiment le fun. Parce que, tu sais, c'est vrai qu'il veut plus revenir sur le passé. Rarement. Récemment, un petit peu plus. Le livre, ce livre-là, Masque, date de 2011. Ok. Récemment, un peu plus. Ok. Oui, on l'a vu parler un petit peu plus. Il est venu à Montréal à un moment donné, d'ailleurs. C'est un monsieur, là. Sylvain, as-tu déjà eu la chance de parler avec Ken J'ai jamais Dryden? discuté avec Ken Dryden. Écoute, c'est un érudit. C'est un intellectuel. Ouais, vraiment. Et c'est un gars qui est capable d'intellectualiser. Ça se dit-tu? Intellectualisé, oui. Le sport. Ouais. Et ça, c'est fabuleux quand tu tombes sur une personne comme ça. Ouais. Et d'ailleurs, son livre, j'ai lu 50 fois son livre de game, qui Oui. est une référence. Vraiment. Ouais. Très intéressant. Et c'est un gars, là, écoute, il peut te raconter en détail microscopique ce qui s'est passé. Tu sais, à un moment donné, je parlais du match... il y a un match très célèbre contre les Soviétiques en 76. Écoute, en fait, le 31 décembre 75, il peut te raconter en détail chaque shift. C'est incroyable. J'ai rarement vu ça. Mais c'est incroyable, les anciens joueurs, comment que justement, plus le temps passe, plus tu te rends compte que sûrement que lui, c'est un cas spécial, mais moi, j'ai remarqué les anecdotes, puis dans les fins détails, ce qu'ils se souviennent. Je te dis, les anciens joueurs sont souvent plus intéressants que les nouveaux joueurs parce qu'ils ont plus envie de raconter leur histoire. Écoute, s'il y a quelque chose que j'ai appris dans la première saison de podcast, c'est vraiment ça, parce que quelqu'un de 30 ans qui joue en ce moment dans la Ligue nationale a beaucoup de choses à surveiller à dire, a moins de vécu, puis a beaucoup de choses à surveiller à ne pas dire, alors que quelqu'un qui en a 60... Mais ça dépend, c'est qui. Dryden est un cas d'exception. Parce que des joueurs, Guy Lafleur, entre autres, je pense une des premières fois que je l'ai rencontré, je vais avoir 20 ans, je pense. Je faisais signer, il m'avait signé une de ses cartes, puis je voulais qu'il me raconte son fameux but contre Boston, là, la fois des Too Many Men là, de Don Cherry. Ouais, exactement. Et puis, écoute, j'ai pris à rondelle, puis j'ai lancé. J'étais super déçu. Je pensais qu'il allait avoir un paquet de détails, mais tu sais, pour lui, c'était comme juste un autre match. Ça vieillit moins bien aussi ces buts-là. Tu regardes, tu fais comme, mon Dieu, tous ces buts de la ligne rouge. Ouais, c'est ça. C'est le papillon, ça ne tentait pas. Ça n'existait pas encore. Non. Ça n'existait pas. Mais tu termines, juste tout de suite après les remerciements, tu termines le livre en disant... Enfin, aucun merci aux 2 gardiens qui ont refusé de collaborer à notre projet. Vous savez très bien qui vous êtes. En passant, j'ai déchiré vos cartes de hockey. Tu veux savoir c'est qui, là? Ben oui. Je l'ai dit souvent depuis ce temps-là. Malheureusement, Ed Belfour a pas voulu collaborer pour son le très beau masque qu'il avait à l'époque avec Chicago. A pas voulu collaborer. Semble-t-il que c'est un gars... moi, je me souviens de lui un peu quand il était le gardien des Stars de Dallas. C'est un gars un peu difficile d'accès. Il y a eu beaucoup aussi de démêlés avec la justice, beaucoup d'alcool au volant. Également. Donc, écoute, c'est son droit. Et l'autre, ça m'a déçu, c'est Yaroslav Halak. Je voulais parler de son masque avec les Blues de Saint-Louis, qui était une espèce de clin d'œil au passé de l'équipe. Et a jamais retourné mes appels, je sais pas pourquoi. OK, lui c'est en fait, il a même pas dit officiellement non, c'est juste jamais eu de jamais réponse. répondu. Je sais pas, il devait être occupé, je sais pas. Mais tous les autres qui sont là ont très rapidement répondu. Super. Ouais. Ben écoute, merci les gars, merci beaucoup. Richard Labbé, La Presse, on peut te lire oui.
On peut te lire ben là, j'allais dire dans la presse du samedi, mais non. Ben, pour encore quelques mois. Encore quelques mois. Est-ce qu'on t'entend aussi à la radio? 98? Oui, 91.9 tout l'été également. Sporadiquement. Ça se peut aussi que l'épisode soit diffusé à l'automne, fait que j'imagine que pendant l'année aussi, tu étais là. Oui, absolument. 99. Ouais. Sylvain Saint-Laurent. Je me force pour pas dire François, c'est un arbitre dans les C'est un arbitre, c'est mon cousin. C'est tout ton cousin? Ah, ça aurait été malade. J'aurais dit de moi son numéro. Sylvain Saint-Laurent, ben, dans le droit. Le droit, Hockey 360 à RDS, le réseau de radio Cogeco, beaucoup au 104.7 à Gatineau, mais un peu 98.5 à Montréal, puis FM 93 à Québec de temps à autre. On parle un petit peu de quand ils s'intéressent à ce qui se passe en dehors de Montréal. Merci beaucoup, parce que toi, t'es littéralement venu de Ottawa, de Gatineau aujourd'hui, donc merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci Richard, merci les gars. Merci à vous autres. Bye. Merci à Richard Labbé et Sylvain Saint-Laurent de leur passage. J'ai beaucoup apprécié ma rencontre avec les boys. Merci encore à tout le monde pour votre participation à la campagne Ulule Forsberg, d'avoir fait ça un succès. 6 647 $. Je vous remercierai jamais assez. Je vous rappelle, si vous avez des suggestions d'invités, peu importe, des cues, des trucs par rapport à la Suède, ça, écrivez-nous sur notre page Dread sur le tape sur Facebook en inbox. Ça va nous faire plaisir. Sinon, à la semaine prochaine. OK, bye bye now. Bye bye.